Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir également à celles et à ceux qui sont à distance. Et merci d'être venus pour écouter Monsieur Didier Holleaux, directeur général adjoint du groupe Engie. Nous sommes heureux de vous retrouver ici pour ce lundi de l'IHEDN, en présentiel comme on dit, puisque la dernière fois c'était il y a bien longtemps, donc c'est le retour en présentiel de ces conférences débats et nous sommes sensibles à votre fidélité. Nous sommes très heureux et honorés de recevoir ce soir Didier Holleaux, directeur général adjoint du groupe Engie depuis 2015, personnalité, alors là vous allez rougir monsieur, je suis désolé mais c'est ainsi, personnalité éminente du monde de l'énergie, acteur reconnu pour son expertise dans ce secteur si stratégique. Quand on parle de résilience, l'énergie est évidemment une première préoccupation, qui a occupé des très hauts postes de responsabilité, tant dans la sphère publique que dans la sphère privée. Ingénieur en chef des mines dans le cadre de l'école polytechnique, vous avez exercé les fonctions de directeur de cabinet du ministre de l'Énergie en 1992 et 1993, après une brillante carrière dans divers postes de l'administration. Rejoignant Gaz de France, devenu GDF Suez puis Engie en 1993, vous avez occupé plusieurs postes de direction dans le domaine du transport, du GNL, je traduis gaz naturel liquéfié, de l'exploration-production et de la distribution, avant de devenir le numéro 2 du troisième plus grand groupe mondial du secteur de l'énergie hors pétrole. C'est un groupe dont le principal actionnaire est l'État, qui détient 23% du capital et plus d'un tiers du droit de vote, ce qui marque bien l'importance des enjeux industriels, mais aussi des enjeux de souveraineté liés aux activités de votre groupe. Comment comprendre la dimension stratégique de la transition énergétique? Comment concilier des impératifs parfois contradictoires, impératifs économiques, industriels, géopolitiques, sociaux et environnementaux? Sans déflorer davantage le contenu d'un questionnement partagé, vous auriez d'ailleurs des questions, je me dois de souligner à quel point la conférence débat de ce soir s'inscrit dans le droit fil des missions de l'Institut des hautes études de défense nationale. Mission de diffusion de la culture de défense et mission de formation visant à déployer une réflexion de haut niveau sur des enjeux interministériels et intersectoriels. Ainsi, les auditeurs de nos sessions nationales ont eu cette année pour thème de réflexion annuelle la souveraineté et l'an prochain, ils auront la résilience. C'est une notion, la souveraineté, comme chacun sait, que la crise pandémique que nous avons traversée, que nous traversons tout de même encore un peu, la présence de masques en atteste, nous oblige à repenser dans toutes ses composantes. Didier Holleaux, je ne doute pas que vous saurez nous éclairer ce soir sur les enjeux de souveraineté propres à la transition énergétique. Je vous laisse donc la parole pour une conférence qui s'annonce aussi riche que passionnante et vous remercie encore une fois très sincèrement de votre présence et de nous consacrer une partie de votre temps que nous savons et que nous devinons très précieux. Bonne conférence à toutes et à tous et encore merci. Merci, Monsieur le Préfet, de vos propos élogieux et même flatteurs. Je ne suis, à vrai dire, que l'un des directeurs généraux adjoints du groupe, qui, selon les périodes, en compte entre 8 et 10, ce qui, pour un groupe aussi diversifié avec autant d'activités, n'est pas toujours excessif. Merci à l'IHEDN de m'avoir invité ce soir pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, car ça fait près de 30 ans que je travaille dans le secteur de l'énergie et le sujet de la souveraineté est au cœur d'un certain nombre de débats absolument cruciaux pour cette activité. Alors, je vais essayer de commencer par une tentative de définition de ce que peut être la souveraineté dans le domaine de l'énergie, en me basant sur ce qu'on appelle traditionnellement à l'initiative du Congrès mondial de l'énergie, le trilemme de l'énergie, c'est-à-dire comment concilie-t-on la sécurité d'approvisionnement,
le coût raisonnable pour les clients et pour la collectivité et l'impact environnemental. En effet, si vous ne maîtrisez pas l'une ou l'autre de ces composantes, ça veut dire soit que vous n'êtes pas en mesure d'apporter l'énergie dont votre économie et vos concitoyens ont besoin, soit que vous l'apportez à un prix qu'ils ne peuvent pas payer, soit enfin qu'ils en subissent la pollution et le changement climatique résultant sans pouvoir rien y faire, c'est-à-dire que vous n'êtes en fait pas maître de votre destin. Et donc, il faut arriver à composer les trois composantes du trilemme qui sont partiellement contradictoires, c'est là qu'est toute la difficulté de l'exercice, dans le même temps. Et la photo à droite est là pour vous rappeler que cette transition énergétique, elle a déjà commencé. Ce que vous voyez là, c'est la destruction d'une des plus grosses centrales à charbon au monde, la centrale de Hazelwood en Australie, 1800 mégawatts au charbon, que nous avons décidé de fermer en 2017, que nous sommes en train de détruire pour réhabiliter le site. Et cela marque l'importance de cette transition parce qu'il faut réaliser que la transition ne pourra pas se faire si on veut maîtriser le changement climatique sans éliminer le charbon de l'économie mondiale, ce qui est un enjeu absolument majeur. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui 2000 gigawatts, c'est-à-dire l'équivalent d'une tranche nucléaire, 2000 fois l'équivalent d'une tranche nucléaire en centrale à charbon dans le monde. Et l'impact sur les prix, qui est un des éléments du trilemme, le seul fait que nous annoncions puis que nous fermions Hazelwood a eu pour effet de monter les prix de l'électricité en Australie, dans la région de Victoria, de 30 $ australiens au mégawattheure en moyenne à 100 $. Donc, vous voyez que les différentes composantes du trilemme interagissent. Mais focalisons-nous un petit peu sur la France. Et je voudrais quand même commencer par rappeler l'état actuel de la consommation énergétique de la France. Les pourcentages que vous avez là sont les pourcentages des différentes formes d'énergie dans la consommation finale d'énergie. Alors, ceux qui calculent vite auront repéré qu'il manque quelques pourcents. Et je vais commencer par traiter de ces pourcents qui manquent et des deux premiers sujets, et le reste de mon exposé sera consacré à s'étendre plus longuement sur le gaz et l'électricité. Donc le sujet qui manque, c'est le charbon, 3% à peu près de la consommation énergétique en France, et puis la récupération de chaleur et la géothermie, également 3%. Alors ils sont promis à des destins très différents. Le charbon, comme je vous l'ai dit, a vocation à disparaître totalement, ce qui pose d'ailleurs un problème en s'agissant de l'industrie de l'acier et des hauts fourneaux. La géothermie et la récupération de chaleur ont au contraire vocation à se développer parce que ce sont des énergies très propres et qui permettent de remplir toute une série d'usages, dont le chauffage, de manière économique. Le gros enjeu aujourd'hui, c'est le pétrole. 43% de la consommation nationale. Or, il n'y a pas vraiment de moyens économiques de capter le CO2 produit par la consommation de pétrole qui est très largement distribué, décentralisé, mobile pour une partie, puisqu'un des principaux postes de consommation, c'est le transport. Donc, en gros, le pétrole doit disparaître du bilan énergétique. Vous mesurez l'importance de l'enjeu quand on parle de 43% de la consommation aujourd'hui. Ceci se fera d'abord par un immense effort d'efficacité énergétique, on y reviendra, mais aussi par un effort de substitution, notamment d'électricité, dans la mobilité, par exemple, au pétrole. Alors, la biomasse et les déchets, c'est une source d'énergie renouvelable, encore qu'on pourrait disserter sur les déchets et leur caractère renouvelable. La vraie question, c'est quel gisement y a-t-il à terme? Pour la biomasse, on le sait à peu près, de l'ordre de 400 TWh maximum à terme, si on veut une situation durable dans laquelle on ne consomme pas plus que la croissance naturelle de la biomasse de façon à ne pas rejeter en moyenne de CO2 dans l'atmosphère. Et les déchets, si on suit tous les plans de traitement des déchets, c'est ce que nous dit le ministère, ne comptez pas sur les déchets parce qu'il n'y en aura plus. Bon. De vous à moi, d'ici qu'il n'y ait plus de déchets du tout sur lesquels on puisse faire soit de la valorisation énergétique, soit de la pyrogasification, il y a probablement encore quelques années. Mais vous voyez que là, on a une ressource limitée
qu'on va essayer d'exploiter le plus rationnellement possible. Au passage, les déchets, en faire une source de circularité, donc récupérer le maximum en matière première. Voilà les 3 items dont je ne parlerai pas plus longuement dans la suite de mon exposé, pour me concentrer maintenant sur 2 d'entre eux. Le gaz, pour lequel je place cette intervention sous le slogan d'efficacité d'une part et de gaz renouvelable d'autre part. Et vous avez là une photo d'un méthaniseur agricole, qui est une installation dans laquelle les déchets agricoles, depuis les mauvaises herbes jusqu'à la menue paille et autres, sont donnés à consommer à des bactéries qui produisent du méthane, lequel méthane est purifié et réinjecté dans les réseaux de gaz. Alors, avant d'en venir là, peut-être un petit rappel historique sur comment la souveraineté s'est appliquée dans le domaine du gaz. Alors, historiquement, beaucoup d'entre vous ont en tête le gisement de Lacq qui, en production entre 1957 et le début des années 2000, a fourni une large partie, dans un premier temps la totalité du gaz naturel en France, qui est venu en substitution de ce qu'on appelait le gaz de ville, qui était manufacturé dans des usines. Et ce gaz, le gisement de Lacq, est venu à épuisement au début des années 2000 et donc il ne produit plus. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a appliqué le principe que Winston Churchill avait énoncé lorsqu'il avait converti la marine britannique du charbon au pétrole en disant « la diversification et la diversification seule nous apportera la sécurité d'approvisionnement ». Et donc vous avez là la répartition par sources diverses des approvisionnements gaziers de la France pour la partie qui ne venait pas du gisement de Lacq, et vous voyez qu'au fil des années, on s'est toujours évertué à maintenir un équilibre entre toutes ces sources de façon à ce que, à l'exception peut-être de la Norvège qui fait une partie importante mais qui est considérée comme un pays à la fois allié et stable, aucune de ces sources ne devienne trop prépondérante et ne constitue un risque. Et avec cette politique, nous avons réussi à maintenir en gros 50 ans de sécurité d'approvisionnement entre 1973, qui en gros est le début des approvisionnements par exemple de la Russie, et aujourd'hui, même si, et on pourra y revenir dans les questions, la crise ukrainienne de 2009 a fait que pendant quelques jours, une dizaine de jours, on a eu de grosses difficultés d'approvisionnement qui ont d'ailleurs plus touché nos collègues d'Europe de l'Est que l'Europe de l'Ouest. Vous avez aussi entendu parler plus récemment de la crise autour de Nord Stream 2, pipe d'importation de gaz russe en Europe de l'Ouest. On pourra aussi y revenir. Question. Le constat que je fais, c'est qu'à l'exception de 10 jours en 2009, et qui, encore une fois, n'ont pas affecté la France compte tenu de cette diversification, cette politique a apporté la sécurité d'approvisionnement. On pourra y revenir. Est-ce que les approvisionnements potentiels à partir des USA pourraient contribuer à cette sécurité d'approvisionnement? C'est un sujet sur lequel les opinions sont partagées. Je voudrais juste revenir sur un dernier sujet à ce propos, c'est qu'il faut bien concevoir que les infrastructures de gaz, et c'est un des débats autour de Nord Stream 2, ne sont pas une obligation d'importer, mais c'est une option d'importer. Et donc ça veut dire qu'une fois qu'on a construit les infrastructures, on est en situation de faire jouer la concurrence entre les différents fournisseurs. C'est pourquoi, pour nous, la construction de Nord Stream 2 était un enjeu important. Maintenant, si on veut décarboner l'économie française, il faut qu'en 2050, on n'utilise plus de gaz naturel, qui est un gaz fossile et qui émet donc du CO2 dans l'atmosphère qui était précédemment piégé dans les gisements. Et donc, la question, c'est quelle peut être l'importance du gaz dans ce qui sera l'aboutissement de la transition énergétique, c'est-à-dire une transition complètement décarbonée en 2050. Et là, on constate que les prévisions de l'ADEME et les nôtres se confortent pour dire qu'en gros, on pourrait en 2050 assez aisément, après un très gros effort d'efficacité énergétique et d'électrification, continuer à consommer en gros les 2/3 du gaz qu'on consomme aujourd'hui, à moitié à partir de biogaz d'origine essentiellement agricole, et l'autre moitié étant constituée de pyrogasification de déchets et d'hydrogène ou de méthane fabriqué à partir de l'hydrogène. Engie lui-même a l'ambition de contribuer dès 2030 en produisant 4 TWh par an
dans ce bilan énergétique du gaz. Très rapidement, on va me dire, c'est très joli le gaz renouvelable, mais c'est très cher. En réalité, non, pas si vous prenez en compte le coût du carbone, c'est-à-dire le coût de l'impact que le carbone a sur notre société. Je vous rappelle que la commission présidée par M. Quinet a établi que pour guider les politiques publiques, il faut considérer que le coût d'une tonne de carbone émise dans l'atmosphère par la France d'ici 2030 doit être considéré comme coûtant 250 € la tonne à la collectivité nationale. Et si vous prenez ce genre de prix, le gaz est très économique, mais même sans aller jusque-là, à 100 €, vous voyez que le calcul donne en gros, le pointeur ne marche pas, donne en gros 1/5 du prix de la tonne de CO2 plus 20 à 50 € d'autres externalités, dont la moindre n'est pas le soutien à l'agriculture en apportant aux agriculteurs des revenus stables face à des prix de marché des matières agricoles qui sont extrêmement fluctuants. Donc non, le biométhane n'est pas cher si on prend en compte les externalités. Mais me direz-vous, pourquoi est-ce qu'on a besoin du gaz? Parce que voilà la courbe de la consommation à 8 heures du matin au cours de l'année. Consommation de toutes les énergies. Vous constatez que quand on est à la pointe de froid, l'électricité fournit 90 gigawatts de puissance, le gaz en fournit 125 et la consommation totale est de l'ordre de 300, un peu au-dessus de 300. Donc en gros, si vous voulez faire juste avec de l'électricité, vous avez un problème des 2/3 de votre demande de pointe. Bon. Et dans cette consommation, vous avez une partie, celle en gris, qui est fournie par le fioul et les produits pétroliers, dont je répète qu'on veut l'éliminer. Donc le gaz est absolument nécessaire, d'une part à l'équilibre du réseau électrique, avec des centrales de pointe qui fournissent de l'énergie au moment où on en a besoin à la pointe de froid, mais aussi parce qu'il est stockable. On peut le stocker en été pour le ressortir en hiver ou quand on en a besoin. Contrairement à l'électricité, on peut le faire avec des batteries, mais c'est très coûteux et ça a une capacité limitée. L'efficacité va évidemment réduire cette demande de pointe. Plus on aura des chauffages efficaces, plus on aura des outils efficaces dans l'industrie, etc., moins on consommera à la pointe, mais évidemment, elle ne l'éliminera pas en totalité. En très résumé, sur le vecteur gaz, il est indispensable à l'équilibre du système, et pour ça, il faut construire des infrastructures qui permettent d'en disposer. La transition, et c'est un gros impact sur notre souveraineté par rapport à une situation où on importe la quasi-totalité du gaz aujourd'hui, permet de le relocaliser en partie sur le territoire, notamment le biogaz et ce qu'on appelle le syngas produit par la pyrogazéification, par exemple, ou l'hydrogène vert demain. En revanche, il faut être clair sur le fait que la décarbonation a un prix, c'est-à-dire que concrètement, parce que le CO2 crée des dommages, nous n'aurons pas du gaz sans CO2 au prix du gaz avec émission de CO2. Il faut bien se mettre cette réalité économique en tête, et donc ça va impacter globalement l'économie nationale. Ensuite, quel portefeuille ça impactera? Ça, c'est une question de redistribution et de politique énergétique. Et enfin, que pour protéger notre industrie face à cette hausse des prix, une taxe carbone aux frontières est probablement indispensable pour en maintenir la compétitivité. Passons maintenant au sujet de l'électricité. L'électricité, tout le monde sait que sa part va croître. Elle représente aujourd'hui 24%. Dans la stratégie nationale bas carbone, elle représenterait de l'ordre de 60%, voire plus, en 2050. Même si globalement la consommation d'énergie aura baissé très significativement dans cette stratégie du fait des efforts d'efficacité, ça fait quand même une croissance. Mais il y a des incertitudes majeures. Et j'illustre cette incertitude majeure avec deux photos emblématiques. À votre droite, le livre publié par le patron de State Grid. State Grid, c'est l'équivalent du réseau de transport d'électricité en Chine. Et il a publié ce livre qui est une espèce de vision dans laquelle il y a un réseau de lignes très haute tension qui couvre le monde entier, à l'initiative, bien entendu, de la Chine, et qui interconnecte à tout moment toutes les zones du monde, ce qui fait que comme il y a toujours une zone où il y a du soleil et des zones où il y a du vent, et bien, en fait, les énergies renouvelables sont mises à disposition de l'ensemble de la communauté internationale par ce réseau à très haute tension. Et de l'autre côté, vous voyez un certain nombre de communautés locales
qui sont tentés par une espèce d'autarcie où chacun a ses panneaux solaires, on échange un peu d'électricité, un peu de gaz, un peu d'hydrogène éventuellement avec ses voisins, mais on vit pratiquement en communauté fermée. Eh bien, aujourd'hui, je suis incapable de vous dire lequel de ces modèles va s'imposer. Très vraisemblablement, on n'aura jamais complètement le modèle chinois, mais on aura plus d'interconnexions. On n'aura jamais le modèle complètement déconnecté de la communauté locale, mais on aura des communautés qui ne feront plus recours au réseau que marginalement. Et donc, il va falloir combiner tout ça, ce qui est un gros challenge, un gros défi, à la fois au plan sociologique et au plan technique. Deuxième défi de l'électrification, on avait comme ressource énergétique traditionnellement le charbon qui est assez bien équiréparti dans les pays du monde. Il y a beaucoup de pays qui ont des réserves de charbon, plus ou moins de bonne qualité, plus ou moins cher, mais voilà. On est passé au pétrole et au gaz qui sont assez concentrés dans un nombre limité de pays. Et maintenant, les énergies qui ont le vent en poupe en matière électrique sont le vent et le solaire. Et là, vous avez une carte de l'ensoleillement mondial et vous constatez que c'est un bouleversement assez profond par rapport à ce qu'on connaissait jusqu'à présent. Pour ne prendre qu'un exemple, le sud de la Méditerranée, les seuls pays exportateurs d'hydrocarbures, c'était l'Algérie et la Libye. Marginalement, l'Égypte a été exportatrice pendant quelques années, mais elle est redevenue importatrice et maintenant elle va être à peu près équilibrée. Vous voyez qu'avec la carte de l'ensoleillement, on pourrait choisir de produire au Maroc, en Tunisie, en Mauritanie, répartir ses œufs sur 5 paniers au lieu de 2 et donc réduire notre exposition au risque. Plus globalement, vous voyez qu'il y aura des gagnants et des perdants. Et on pourrait faire la même chose sur un certain nombre de matières premières qui sont indispensables à la transition. Par exemple, des pays qui étaient assez peu exportateurs de matières particulièrement sensibles jusqu'à présent. Par exemple, le triangle du lithium, c'est le Chili, l'Argentine et la Bolivie. À eux trois, ils contrôlent plus de 60% des réserves connues de lithium, connues et exploitées, parce que du lithium, il y en a quand même un peu partout, mais très dilué. Et donc, vous voyez que voilà, sur le lithium, qui est indispensable à fabriquer les batteries électriques, ces 3 pays pourraient prendre une importance qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent. Donc, la géopolitique est complètement chamboulée et dans cette optique-là, la France a une situation intermédiaire où dans le sud de la France, on a pas mal de potentiel solaire, on a aussi du potentiel éolien, évidemment. Alors ensuite, dans les incertitudes et instabilités, se pose la question de la gestion du réseau électrique face à des formes de production électrique qui sont essentiellement intermittentes. Mais le premier impact que peut-être vous ne percevez pas parce que vous n'êtes pas dans le secteur de l'énergie tous les jours, c'est ce qu'on appelle le chamboulement du merit order. Jusqu'à présent, que ce soit dans les systèmes administrés ou dans les systèmes avec un système de prix de marché, en gros, on appelait les centrales électriques sur le réseau en fonction de la demande dans l'ordre de leur coût marginal croissant, c'est-à-dire celles à qui ça ne coûte rien de produire plus. Typiquement, la centrale nucléaire, elle était appelée en premier. Et puis, au fur et à mesure qu'on montait, on finissait par les centrales à gaz, les centrales à charbon, pour lesquelles le coût variable est important. Ça marchait dans les systèmes de marché avant. Maintenant, on se retrouve face à des renouvelables, que ce soit l'éolien, le solaire, certaines formes d'hydraulique, l'hydraulique au fil de l'eau, etc., dont le coût marginal est nul, et qui, par contre, sont intermittentes. Donc, le principe même du merit order ne fonctionne plus. Il faut réinventer la façon dont les différentes centrales sont appelées dans le système. En plus, leur intermittence cause des risques supplémentaires sur la stabilité du système qui peuvent être compensés en partie par des batteries, en partie par des moyens de production additionnels, moyens de production de pointe. On peut aussi espérer maîtriser la demande, c'est-à-dire obtenir des clients qui consomment au moment où l'offre d'électricité est particulièrement abondante, parce que si on n'arrive pas à maîtriser cette demande, et notamment la pointe de la demande, on est exposé à des risques qui peuvent aller jusqu'au délestage, c'est la version ordonnée, ou au blackout, c'est la version désordonnée, où le réseau tombe, faute de pouvoir assurer l'équilibre offre-demande.
Alors, le blackout, ça paraissait comme une lointaine perspective en dehors des pays en voie de développement, sauf que l'exemple du Texas en février de cette année montre que ça peut arriver dans des pays développés si on n'a pas pris les bonnes mesures pour y payer. Alors, il y a un certain nombre de gens qui rêvent, par exemple, que les batteries de nos véhicules électriques vont pouvoir suppléer au réseau. Oui, ça peut marcher, sauf que quand on regarde sociologiquement comment ça se passe, on s'aperçoit qu'en fait, la valeur qu'on peut payer à chaque utilisateur de véhicules électriques pour que sa batterie soit à disposition du réseau pendant la nuit, elle est de 20 € par an. Combien d'entre nous sont prêts à prendre le risque que leur voiture ne soit pas chargée au moment où ils en ont besoin, s'ils en ont besoin un peu soudainement, pour une rémunération de 20 € par an. Donc vous voyez que le problème n'est pas uniquement économique, il est aussi sociologique et il pose un vrai problème d'incitation. Par ailleurs, est-ce qu'on est prêt à payer pour garder les moyens de production pilotables, pour avoir des centrales à gaz qui sont à disposition en permanence et qui peuvent démarrer au coup de sifflet? Alors, il y a des gens qui nous disent, mais le mécanisme des prix de marché fait que quand il n'y a pas d'autres moyens, les prix vont monter beaucoup, donc les centrales vont se rémunérer. Oui, mais quand on fait nos simulations, on montre que ces centrales perdraient de l'argent 6 ans sur 7. Certes, la 7e année, ils gagnent beaucoup d'argent, ce qui compense les 6 autres, mais je ne connais pas beaucoup d'investisseurs qui sont prêts à investir dans un moyen de production dont on leur dit qu'ils perdent de l'argent 6 ans sur 7. Donc, ça oblige à reconcevoir l'ensemble du système pour savoir comment on fait face à tous ces risques d'instabilité. Alors, nous sommes dans un système où les constantes de temps sont longues. Une centrale nucléaire, on l'a construit pour 40 ans nominalement, en fait, on le sait maintenant pour 50 ans, peut-être pour 60. Les systèmes tendent à avoir une durée de vie moins longue. On construit du solaire pour 25 ans, on met 2 ans à le construire. L'éolien, c'est le même ordre de grandeur. Mais enfin, on est dans des constantes de temps longues. Ce qui veut dire que vous avez là le graphe de la capacité de production nucléaire de la France si toutes les centrales s'arrêtent au bout de 60 ans. Eh bien, vous constatez qu'en 2050, il ne reste plus que moins d'un quart, 16 gigawatts, de la capacité de production actuelle. Ce qui veut dire que d'ici 2050, on doit avoir construit suffisamment pour pallier tout ça, ou alors on doit avoir convaincu l'ASN qu'on peut prolonger les centrales au bout de 60 ans. L'ASN dit, moi je ne peux pas me prononcer aujourd'hui, peut-être que je pourrais me prononcer dans 10 ans. Et donc, contrairement à ce que un certain nombre de gens pensent, l'arbitrage aujourd'hui n'est pas entre le nucléaire et les renouvelables, on aura besoin du nucléaire et des renouvelables. Sinon, je ne sais pas comment on fournit l'électricité à la France en 2050. Et entre-temps, la situation est relativement fragile. Vous avez peut-être vu des alertes de RTE disant que sur les années 2022, 2023, 2024, on était à risque. En réalité, le risque peut se prolonger au-delà selon la vitesse à laquelle décroîtra la consommation d'électricité par rapport à la mise en service de nouveaux moyens. Et je voudrais insister là sur le troisième point là, de ce slide. Il est absolument nécessaire d'accélérer le développement de l'éolien offshore. Pourquoi ? Parce que l'éolien offshore a quand même l'avantage de beaucoup moins déranger les voisins que l'éolien onshore, et que l'éolien offshore produit plus, parce qu'il y a plus de vent, et plus longtemps, et plus souvent en mer qu'à terre. Et donc l'éolien offshore est absolument indispensable à notre pays si nous voulons garder une certaine autonomie énergétique dans la durée. Il faut aussi qu'on trouve des solutions pour avoir des centrales de pointe qu'on puisse appeler quand on en a besoin. Et le gros défi que nous avons devant nous, il est là aussi sociologique. Comment est-ce qu'on obtient de nos concitoyens qu'ils acceptent un certain nombre d'inconvénients, car on ne peut pas nier qu'il y a un certain nombre d'inconvénients à avoir ces énergies renouvelables, et comment est-ce qu'on obtient d'eux aussi leur engagement pour essayer de maîtriser leurs demandes ou de faire que leurs demandes se produisent au moment où l'énergie est amplement disponible. Un tout petit détour par l'hydrogène pour dire que c'est un outil de flexibilité dans ce système parce que l'hydrogène, dans un premier temps, l'hydrogène produit à partir d'électricité renouvelable permet de fournir à l'industrie qui utilise de l'hydrogène, c'est-à-dire à commencer par les raffineries, les fabricants d'engrais, etc.,
de l'hydrogène qui n'émet pas de CO2, et dans un deuxième temps, l'hydrogène permettrait de stocker les énergies intermittentes pendant la période où elles produisent pour le restituer au réseau au moment où on en a besoin. L'avantage de l'hydrogène, c'est qu'on peut le stocker en quantité dans des cavités salines, par exemple, comme on stocke aujourd'hui le gaz naturel. Et à plus long terme, l'hydrogène pourrait aussi fournir, c'est ce qu'on appelle les e-fuels, c'est-à-dire recombiner du CO2 et de l'hydrogène pour fabriquer des carburants liquides qui permettraient de résoudre le problème de l'aviation, parce que les avions long courrier, autant les courts courriers, on peut les faire voler à l'électricité ou à l'hydrogène directement, autant les longs courriers, on n'a pas d'autre solution que les fuels liquides. Avec une grande question ouverte qui est de savoir, mais je vous propose qu'on le réserve pour les questions tout à l'heure si vous en avez, est-ce que cet hydrogène sera produit en Europe ou est-ce qu'il sera produit en Afrique du Nord, importé en Europe? En tout état de cause, dans nos projections, l'hydrogène pourrait représenter une dizaine de pourcents de la consommation énergétique finale en 2050. Très rapidement, quelques conclusions sur l'électricité avant que j'en vienne à la conclusion générale de mon propos. Nous n'échapperons pas à construire de nouveaux moyens de production et à les construire massivement. Il faudra probablement aussi renforcer les moyens de pointe, c'est-à-dire des centrales, par exemple alimentées au biogaz, qui peuvent démarrer quasiment instantanément et suppléer l'absence d'énergie renouvelable à certains moments de pointe ou faire face à une pointe de demande. Et il faudra surtout convaincre nos concitoyens, parce que si on n'y arrive pas, il y a un moment où on risque de ne pas être en mesure de leur fournir, au moment où ils le demandent, l'énergie qu'ils sont en droit d'attendre. Et donc l'enjeu est absolument considérable, car je ne néglige pas du tout qu'aujourd'hui, l'acceptabilité de toutes les contraintes environnementales qu'il peut y avoir autour du domicile de chacun, cette acceptabilité est faible, et donc c'est une réelle contrainte pour tous les acteurs de ce secteur. En conclusion, puisqu'on m'a demandé que mon exposé soit relativement bref pour pouvoir laisser plus de place aux questions, la transition énergétique affecte la souveraineté de multiples façons. Elle va permettre une relocalisation partielle de nos sources d'énergie, puisque j'ai insisté tout à l'heure, notre pétrole est importé, il y a une toute petite production en France, notre gaz est essentiellement importé, il y a une petite production de biogaz, il y a une petite production de gaz naturel, mais c'est vraiment tout petit. Et on va pouvoir en grande partie le remplacer par de l'électricité dont une bonne part sera produite chez nous, par du gaz renouvelable dont une bonne part sera produite chez nous. À cette occasion, on va pouvoir renégocier nos relations avec un certain nombre de fournisseurs historiques. Je prenais tout à l'heure l'exemple de l'Afrique du Nord. Si demain on souhaite avoir plus d'équilibre en matière d'importation entre le Maroc et l'Algérie, la Tunisie, la Libye, on a un outil pour le faire. C'est une occasion de réindustrialisation. Une partie de ces énergies, vous savez qu'on fabrique des éoliennes en France, le biogaz, il est produit en France par nos agriculteurs, le matériel lui-même pour fabriquer le biogaz est essentiellement fabriqué en France, et ça permet de rapatrier en France un certain nombre de productions industrielles. En revanche, il va falloir gérer la façon dont la hausse du prix liée au fait que nous voulons éliminer les émissions de CO2 se traduira pour les différentes catégories de consommateurs. Et je voudrais rappeler sur ce point que des pays ont réussi à avoir des taxes carbone élevées. La Suède a une taxe carbone à 114 € sans avoir de gilets jaunes dans les rues. Ce qui veut dire que si on le pense suffisamment à l'avance, si on l'explique et si on met des moyens redistributifs en place pour que les populations défavorisées n'aient pas l'impression qu'elles sont celles qui payent le plus lourd tribut à la transition énergétique, c'est probablement faisable. Pour garder une autonomie de décision, il va falloir anticiper et agir vite. Je vous l'ai dit, les constantes de temps sont très longues dans ce métier. Vous avez vu le temps qu'il faut pour décider de construire du nucléaire, pour le construire, pour le mettre en service, pour décider si on peut le prolonger. C'est vrai aussi si on veut faire de l'éolien, du solaire de manière massive. Il ne faut pas confondre souveraineté et autarcie.
La souveraineté, c'est la capacité à maîtriser, à assurer la sécurité d'approvisionnement. On peut très bien l'assurer en diversifiant ses sources et en important une partie de ce que nous consommons. Il faut garder des sources et des vecteurs diversifiés, c'est-à-dire ne pas se confier au seul vecteur électricité, garder plusieurs vecteurs qui peuvent être l'hydrogène, qui peuvent être le méthane, les réseaux de chaleur et de froid, de façon à assurer une meilleure résilience de l'industrie. En effet, le fait de pouvoir jouer sur les différents vecteurs permet de plus facilement équilibrer le réseau, équilibrer les charges. Ça permet aussi qu'une panne sur un seul réseau ne met pas l'ensemble du pays à l'arrêt. Il va falloir gérer les risques géopolitiques qui sont multiples. Je vous ai parlé du lithium, on pourrait parler des panneaux solaires qui sont essentiellement fabriqués en Chine. On pourrait parler évidemment de la disponibilité du solaire et du vent. On pourrait parler d'autres matières premières comme le cobalt qui vient essentiellement de la République démocratique du Congo. Tout pays dont la stabilité n'est pas la caractéristique principale. Et enfin, il faudra maîtriser la facture globale pour la collectivité et la facture pour chacune des catégories de concitoyens si on ne veut pas retrouver des gilets jaunes dans les rues. Voilà l'exposé liminaire que je souhaitais vous faire sur ce thème de la souveraineté et la transition énergétique. Je crois que j'ai à peu près tenu la contrainte horaire que vous m'aviez donnée d'une demi-heure et je suis prêt maintenant à répondre aux questions. Merci beaucoup Didier Holleaux. Vous m'entendez? Marche le micro? Ouais. Bon, alors c'est un sujet qui intéresse tout le monde, mais qui intéresse en particulier les futures générations. C'est la raison pour laquelle, sur ces sujets-là, nous avons choisi, vous voyez, il y a 2 sièges ici, ils ne sont pas pour vous, ils sont pour 2 jeunes qui sont au premier rang, que je vais inviter à monter sur scène, et qui tout à l'heure poseront des questions. Ils ont préparé des questions pour Didier Holleaux. Alors montez sur scène, je vous en prie. Voilà. Nous avons Enzo Flasquel, c'est ça? Il va se présenter très rapidement. Et Clara Allègre. Bonsoir à tous. Je m'appelle Enzo Flasquel, je suis un ancien auditeur jeune de l'IHEDN et maintenant je travaille au département des études et de la recherche ici. Et bonsoir, je m'appelle Clara Allègre, je suis étudiante en 3e année à Sciences Po Bordeaux et j'effectue un stage au sein du cabinet du directeur de l'IHEDN. Alors, je vais commencer très directement par vous poser des questions à partir de votre exposé sur, on va dire, l'électricité, puis le pétrole, puis l'hydrogène, puis l'éolien offshore, puis le gaz. Je vais les prendre un par un. Bon, très directement, en fait, ce qui nous préoccupe après la coupure d'électricité au Texas en février dernier, c'est de savoir non seulement si ça peut se produire ailleurs, mais si ça peut se produire en France. Oui et non. Oui, il peut y avoir des situations en France où on ne serait plus à même d'assurer la fourniture de la sécurité à tous les clients simultanément. S'il se passe un hiver comme 2012, qui, je vous le rappelle, a été très froid, on a été jusqu'à moins 5 degrés en moyenne horaire à Paris, et surtout qui frappait les différents pays d'Europe de l'Ouest, il est probable que le réseau aujourd'hui n'a pas la capacité de livrer les 102 gigawatts qu'il avait livrés le 11 février 2012. Donc, on serait amené à prendre ce que RTE appelle des mesures hors marché, c'est-à-dire en bref des délestages. Alors, le délestage, ce n'est pas le blackout. Le Texas a connu un blackout, c'est-à-dire le système s'est écroulé parce qu'ils n'ont pas réussi à gérer les délestages assez vite, que des moyens de production qui devaient se mettre en marche ne se sont pas mis en marche pour toute une série de raisons, et donc le système s'est écroulé. Le délestage, c'est plus ordonné que ça. Ça veut dire que de manière tournante, 20% des clients individuels sont privés d'électricité pendant 2 heures. On fait tourner ça et ça permet de passer le moment de la crise. Alors on fait attention de ne pas couper les hôpitaux, pas couper, etc. Ce qui fait que tout le monde n'est pas coupé, mais en gros, ça se fait. Donc oui, il y a un risque qu'il y ait des coupures. Est-ce qu'il y a un risque d'écroulement? Je ne le crois pas. D'accord. Mais alors, il y a un problème d'investissement. On n'a pas assez anticipé les investissements à faire.
Parce qu'on est si dépendant que ça d'un hiver très dur. Enfin, Alors, vous avez à court terme un cumul de la crise du Covid qui a retardé les maintenances dans un certain nombre de centrales nucléaires. Vous avez le fait qu'on a décidé de ne pas construire de nouvelles centrales à gaz au-delà de celle dans l'Andivisio qui est en cours de mise en service parce qu'on pensait que le gaz n'était pas forcément la solution d'avenir. Et puis que les projets, comme je l'ai dit, l'éolien offshore, l'éolien terrestre, prennent du retard. Il y a aujourd'hui 5000 éoliennes offshore au Danemark, il y en a une en France. La France, qui est un grand pays maritime, avec une grande façade maritime, c'est quand même un peu surprenant qu'on n'arrive pas à construire des éoliennes offshore, par exemple. Je vais passer directement au gaz. Est-ce que vous pourriez détailler le plan de sécurité d'approvisionnement du gaz prévu par le gouvernement français et également au niveau européen, sachant que c'est une valeur du gaz, le stockage, importante. Donc moi je m'interroge, de même que c'est lié à la variabilité des prix, puisque le gaz, je crois savoir, est indexé sur le prix du gaz, est indexé sur le prix du pétrole. Donc comment tout ça s'organise et est-ce qu'on est sûr d'avoir des stocks de gaz suffisants pour tenir en cas d'hiver un peu glacial ou voilà. Alors, normalement, oui, parce que tous les fournisseurs souscrivent des capacités dans les stockages, et le moment où ils les ont souscrites, ils sont obligés de les remplir. Donc, au début de l'hiver, on démarre normalement l'hiver avec des stocks pleins. On a un petit problème cette année parce qu'une partie des stocks se sont vidés parce qu'il y a eu une vague de froid assez tard dans l'hiver, puisqu'en février, je vous rappelle, il a fait très chaud, mais en mars, il s'est remis à faire froid, mars-avril. Donc on a consommé plus que d'habitude en fin de saison, donc les stockages sont plus bas que d'habitude et le prix du gaz est en ce moment élevé. Donc les gens tardent un peu à remplir. Mais enfin, je ne doute pas qu'ils rempliront leurs obligations et donc on commencera l'hiver avec des stockages pleins, ce qui assure la continuité de service pendant l'hiver. Il faut avoir en tête que le stockage de gaz en France, c'est plus d'un quart de la consommation annuelle. Donc ça permet quand même de faire face à des hivers très froids et à peu près à toutes les circonstances. En gros, le réseau de gaz et les stockages avaient été dimensionnés pour qu'il n'y ait de coupure de gaz qu'une année sur 100. Donc, d'ici qu'on ça tombe dans ces années-là, on a quand même assez peu de chances d'être à ce risque-là. On tient combien de temps en France avec nos stocks, en gros ? Avec le stock, on fait 25% de la consommation annuelle. Donc, si le stock est plein, vous tenez 2 mois sans aucun approvisionnement extérieur, même en plein hiver. Donc, mais l'hypothèse où les Norvégiens s'arrêteraient en même temps que les Algériens, les Russes, les Qataris et autres est quand même assez peu probable. Bon. Donc on va penser tout de suite à l'hydrogène, ça fait rêver, je trouve. Est-ce que l'hydrogène, ça vous paraît être un bon instrument de réindustrialisation ? Et puis la question que tout le monde se pose, c'est l'hydrogène, on l'importe ou on le produit en France ? Alors, ma réponse, c'est, à la dernière partie de la question, la réponse est probablement les deux. C'est-à-dire que je ne vois pas comment on pourrait ne pas importer alors que les Allemands ont décidé d'en importer une partie. On est dans le même marché. Si les Allemands importent, si les Néerlandais importent, on importera aussi. Maintenant, c'est une opportunité d'industrialisation. Vous avez peut-être vu que différentes entreprises ont déjà annoncé leur intention de construire des usines d'électrolyseurs en France. Une série d'industriels ont décidé de s'équiper notamment d'énergie solaire et d'électrolyseurs pour fournir leur hydrogène. Nous, Engie, on a un projet avec Total sur la raffinerie de Lamède pour produire de l'hydrogène pour la raffinerie de Lamède à partir de solaire. Donc oui, c'est une opportunité de réindustrialisation. L'éolien offshore en France. Non, parce que, si j'ai bien compris, c'est quand même très dépendant de la géographie du vent. Donc on est plutôt bien pourvu en France par rapport à l'Allemagne, par exemple. Je pense qu'il y a des problèmes liés au fait qu'elle se produit surtout au nord et puis qu'il y a un problème aussi pour transporter cette énergie. Donc quel est le coût de tout ça en termes d'investissement et quel est le coût de tout ça en termes d'installation voilà. Alors, le coût
de production offshore. Si on prend le dernier appel d'offres, c'est celui du champ de Dunkerque remporté par un de nos grands concurrents, c'est 44 € du mégawattheure. 44 € du mégawattheure, ça veut dire que c'est à parité avec le coût du nucléaire historique, puisque l'AREN, le tarif de rachat du nucléaire historique est à 42 €. Bien. Alors dans les 44 €, il n'y a peut-être pas tout, il n'y a peut-être pas le raccordement, mais enfin c'est les ordres de grandeur. Donc aujourd'hui, l'éolien offshore posé, c'est-à-dire sur le plateau continental à des profondeurs limitées, il est dans ces ordres de prix-là. L'éolien offshore flottant est plus cher, mais nous sommes confiants qu'au fur et à mesure que ça va être industrialisé, le prix va pouvoir baisser. L'avantage du flottant, c'est qu'on peut le mettre plus loin des côtes, on peut le mettre là où il y a peu de plateau continental, et donc c'est une ressource qui, pour le coup, est pratiquement illimitée, puisqu'on peut le mettre jusqu'à la limite des 200 000 de la zone économique exclusive. En dehors de la dégradation possible du paysage et des côtes, ça fait quel bruit tout ça? L'éolien offshore, ça fait moins de bruit que le vent et les vagues. Donc vous l'entendez pas. Ça a l'avantage de ne pas gêner les voisins. Ça a l'inconvénient qu'aujourd'hui, c'est assez mal vu des pêcheurs pour des raisons qui sont liées globalement à l'état de la pêche française, parce que je constate qu'il y a aussi des pêcheurs au Danemark, aux Pays-Bas, en Allemagne, etc., et qu'ils ont plein d'éoliennes offshore et qu'apparemment ça ne leur pose pas de problème pour continuer leur activité. Donc aujourd'hui, on a un problème ponctuel, on a un problème d'autorisation, on a un problème de procédures qui sont extrêmement longues, mais le potentiel est là. Alors, une dernière question qui appelle peut-être un peu d'explication et de pédagogie. Si on s'interroge sur l'impact de la politique européenne en matière de souveraineté énergétique, et soulever la délicieuse et délicate question de la taxonomie. Alors, le terme comme ça, tout le monde en connaît le sens quand il s'agit de classer des plantes, mais c'est quoi le débat aujourd'hui sur le classement, je pense, des énergies en termes de production de CO2, et notamment quel est l'état du dialogue ou de la discussion plutôt entamée avec l'Allemagne sur ce sujet? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, en fait, la taxonomie, c'est le nerf de la guerre? Alors, la taxonomie, sous ce nom barbare, figure le projet développé par l'Union européenne de définir de manière extensive ce qu'est un produit ou une énergie verte. Ceci, au départ, répondait à une demande des investisseurs qui voulaient avoir un moyen simple de dire qu'ils avaient des fonds qui étaient investis dans des industries vertes. Et donc, ça a été confié à des experts qui ont commencé à produire un certain nombre de textes. Et en gros, on arrive à dire que sont verts l'éolien, le solaire, enfin les trucs dont tout le monde savait déjà qu'ils étaient verts. Le nucléaire aussi, c'est vert, ça produit pas de CO2. Alors, il y a un débat spécifique sur le nucléaire qui ne produit pas de CO2, mais qui produit des déchets. Donc les gens disent, quand vous produisez des déchets dont on ne sait pas très bien ce qu'on va faire dans la durée, vous pouvez difficilement dire que c'est vert. Vous avez un autre débat qui est de dire, est-ce qu'on définit comme vert seulement ce qui est vraiment renouvelable et qui sera là en 2050, ou est-ce qu'on définit comme vert ce qui est mieux que ce qu'on utilise aujourd'hui et qui permet d'ici 2050 de diminuer les émissions de CO2 ? Et l'exemple illustratif, c'est, est-ce que remplacer une centrale à charbon en Allemagne par une centrale à gaz, c'est vert ou c'est pas vert ? Et donc ça, c'est tout ce qu'on appelle les solutions de transition. Et aujourd'hui, la taxonomie ne prend ni le nucléaire, ni les solutions de transition. Et un certain nombre de pays, dont l'Allemagne, dont les pays de l'Est européen, se battent. Alors certains seulement pour les énergies de transition, d'autres pour les énergies de transition et le nucléaire, pour que ça rentre dans la taxonomie. Quelle est la conséquence si on n'est pas dans la taxonomie ? La première, c'est qu'a priori, vous vous financerez plus cher, parce que les fonds verts sont prêts à investir à des taux de rémunération plus faibles que les autres.
Le deuxième, c'est que vous risquez d'être exclu de tous les systèmes d'aide communautaire, parce que la tentation va être forte de dire, puisqu'on a fait l'effort de définir ce qui est vert ou pas, la communauté, l'Union européenne n'aide que ce qui est vert et laisse tomber tout le reste. Et à ce moment-là, vous avez un problème de financement des solutions de transition. Et nous, ce que nous plaidons, c'est qu'on dit, si vous ne mettez pas, par exemple, le remplacement des centrales à charbon par des centrales à gaz dans ce qui est vert, eh ben, le possesseur d'une centrale à charbon, il a tout intérêt à ne rien faire jusqu'à ce qu'il soit complètement interdit d'utiliser sa centrale à charbon, et ce jour-là, il changera. Alors que si vous l'y incitez, il pourrait changer tout de suite pour le gaz, ce qui veut dire que pendant les 20 ans en cause, au lieu d'émettre 1 kg de CO2 par kilowattheure, il n'en émettra que 450 grammes. Donc, voilà le débat. Et c'est vrai que la taxonomie, c'est un peu le nerf de la guerre, parce que ça engage directement le financement, mais derrière, ça risque d'engager tout le système d'évaluation et de subvention européen. Et dernière question, le gaz, il se situe comment là-dedans? C'est vert, le gaz? Alors, le gaz naturel est considéré comme n'étant pas vert, mais on essaye de plaider pour le fait qu'il le soit quand il se substitue au charbon. Le biogaz, lui, est considéré comme vert. Le biogaz? Le biogaz, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est vous mettez des déchets agricoles dans un méthaniseur et les bactéries font leur travail et elles vous sortent du gaz, du méthane que vous n'avez plus qu'à purifier pour l'injecter dans le réseau. Et on est bon en France là-dessus? Alors, on en produit aujourd'hui moins que l'Allemagne ou les Pays-Bas, mais ça croît, il y a énormément de projets. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous pensons qu'en 2050, ça pourrait représenter 140 TWh, c'est-à-dire un bon 14-15% du bilan énergétique de la France. Et en plus, ça apportera des rémunérations complémentaires aux agriculteurs qui en ont bien besoin pour une bonne part. Enzo, je laisse les questions. Déjà, bonsoir et merci pour votre exposé que j'ai trouvé très didactique. Moi, j'avais une question, en fait, c'est plus un parallèle avec la vaccination. On sait que pour que la vaccination marche, ce qui importe désormais, c'est la couverture vaccinale, c'est-à-dire que le plus de personnes possible au monde soient vaccinées. Et si seulement la France ou seulement les États-Unis sont vaccinés, le risque de retour épidémique est fort puisque des pays entiers ne le seront pas. Est-ce que c'est la même chose avec la transition énergétique? Si la France ou les États-Unis font un effort de décarbonation, est-ce que c'est vain? Est-ce qu'il faut que le monde entier s'y mette? Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on soit un îlot décarboné au milieu d'un océan de carbone? Oui, il y a un risque. Alors, premièrement, c'est difficile de demander aux autres de faire un effort, surtout quand ils sont plus pauvres que vous, si vous ne l'avez pas fait d'abord. Bon. Donc, il faut bien que quelqu'un commence, et il est logique que ce soit les pays riches qui commencent. Deuxièmement, c'est d'autant plus logique qu'ils émettent, alors selon les pays, entre 10 et 20 fois plus que les habitants des pays pauvres par tête d'habitant. Maintenant, il est clair qu'il faut agir partout dans le monde. Et je le dis très clairement, Engie est un groupe très présent en France, mais très international. Une de nos cibles prioritaires, c'est partout dans le monde, quand on peut, remplacer des centrales à charbon par des centrales à gaz. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a 2000 gigawatts, c'est-à-dire l'équivalent d'une tranche nucléaire, dans le monde, qui sont des centrales à charbon. Plus on arrivera à en remplacer par des centrales à gaz le plus vite possible, plus on diminue les émissions de carbone. Si on arrivait à remplacer d'un coup de baguette magique toutes ces centrales à charbon dans le monde par des centrales à gaz, on gagne d'un seul coup 14% sur les émissions mondiales de CO2. Donc c'est un enjeu absolument considérable. Donc on a des politiques adaptées, mais il y a d'autres choses. Je vous ai parlé un peu des réseaux de chaleur et de froid. L'enjeu des réseaux de froid dans les villes tropicales est un enjeu majeur. Parce que, au fur et à mesure qu'un certain nombre de gens accèdent à la classe moyenne dans ces pays tropicaux, je pense à l'Indonésie, je pense Malaisie, je pense à des pays d'Afrique, l'une des premières choses qu'ils font, c'est de s'équiper de climatiseurs. Et si vous ne faites rien, ils s'équipent de climatiseurs chinois, bas de gamme, dont le liquide frigorigène a un effet de serre dramatique, donc dès qu'il y a une fuite, c'est absolument dramatique, et qui sont inefficaces énergétiquement. Si vous remplacez ça par un réseau de froid dans le centre-ville, vous êtes 2 fois plus efficace, vous n'avez pas de fuite de frigorigène, etc. Ça refroidit dedans et ça chauffe dehors, c'est ça le principe de la clim. Alors en plus la clim, alors ça, je vois que vous connaissez le sujet, la clim a en plus un effet qui est un effet d'îlot de chaleur, c'est-à-dire qu'il rejette la chaleur en façade
Alors, quand vous avez une série de climatiseurs extérieurs comme ça sur un immeuble, ça veut dire que celui du dernier étage ne brasse plus que de l'air chaud renvoyé par ceux d'en dessous, et ça fait que la rue est 2 degrés plus chaude qu'elle ne serait en l'absence de climatiseur. Donc, c'est dramatique, alors que le réseau de froid permet de résoudre ça. Bon. Le réseau de froid, c'est un sujet dont Engie est le leader mondial, qu'on essaye de promouvoir partout, mais c'est compliqué. Pour rebondir sur vos propos tout à l'heure sur l'acceptabilité des citoyens, est-ce que vous pensez qu'on peut réussir la transition énergétique s'il y a de plus en plus d'opposition aux énergies renouvelables? Je pense notamment à l'éolien, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi le solaire. C'est clairement un enjeu, c'est-à-dire que ça peut faire échouer la transition. Je pense que les gens n'ont pas encore réalisé qu'on avait besoin de tout. C'est-à-dire, il y a encore des gens qui pensent que si on n'a pas d'éolien, c'est pas grave parce qu'on aura le nucléaire. Il y a des gens qui pensent que si on n'a pas de nucléaire, c'est pas grave parce qu'on aura l'éolien. Et tout le monde n'a pas encore compris qu'on a besoin de tout. Pour rebondir sur le nucléaire, on entend souvent parler de l'atout du nucléaire dans la souveraineté énergétique française. Est-ce que ce sera le cas dans l'avenir? Et est-ce que le nucléaire est une énergie en voie de disparition ou au contraire, c'est le futur? Alors, de même que je vous ai dit que je ne savais pas si c'était le modèle de State Grid à la chinoise ou le modèle de la petite communauté autarcique qui allait se développer, je ne sais pas complètement répondre à votre question. À court terme, je pense que la part du nucléaire dans la production mondiale d'électricité va rester à peu près stable. Pourquoi? Parce que, en gros, les projets nucléaires qui existent dans le monde sont connus. Il y en a 150, 200. Il y en a 50 en construction, ça met 9 ans à se construire, donc il en sort 6-7 par an. Si vous faites un calcul de coin de table et vous dites, admettons qu'on arrive à multiplier par 5 ce rythme de construction, ce qui serait un énorme effort, vous n'arrivez encore à remplacer que 10 à 20% des 2000 gigawatts de centrales charbon dont je parlais. Donc le nucléaire, c'est une petite partie de la solution en ce qui concerne le CO2, mais ça n'est qu'une petite partie. Alors ça ne veut pas dire que dans des pays donnés, ça ne joue pas un rôle important. Ça peut jouer un rôle important au Japon, en Chine, en Russie ou dans d'autres pays, mais au plan mondial, c'est une énergie dont je ne vois pas comment elle va prendre, dans un délai relativement court qui nous sépare de 2050, une importance beaucoup plus grande. Déjà en France, dans le scénario le plus ambitieux de RTE, celui où on a 50% de nucléaire dans la production en 2050, il faut construire 14 EPR, il faut construire des SMR et il faut prolonger certaines centrales au-delà de 60 ans. Et vous avez beaucoup parlé de la contrainte du temps. Comment est-ce qu'un grand groupe comme Engie voit cette contrainte du temps avec le changement climatique qui est souvent dépeint comme une urgence? Comment est-ce qu'un grand groupe fait pour s'adapter à cette urgence avec des contraintes de temps longs de modifications structurelles en termes énergétiques? On essaye de faire de notre mieux, de faire le plus vite possible. C'est une des raisons pour lesquelles la contrainte de temps, la contrainte de financement, on a renoncé à faire du nucléaire neuf. Vous savez peut-être que nous sommes l'opérateur des centrales électriques nucléaires belges. On était prêt à les prolonger. Apparemment, le gouvernement belge décide de ne pas les prolonger. Ça, c'est une décision souveraine de la Belgique. Mais on a dit qu'on n'en construirait pas de neuf parce que ça prend trop de temps et qu'on pense qu'on n'aurait pas d'impact significatif et qu'on a plus d'impact en investissant dans l'éolien, l'hydraulique, le solaire, dans l'hydrogène et en essayant d'accélérer la transition dans ces thèmes-là. Ceci dit, on est dans un métier dans lequel les constantes de temps sont longues. Les investissements qu'on fait dans l'énergie, même si ça s'est un peu raccourci, on investit dans un champ solaire ou dans une ferme éolienne pour 25 ans. Alors ça va beaucoup plus vite à construire que des centrales à charbon, par exemple, 2 ans, 3 ans, mais ensuite, vous en avez pour 25 ans. Donc les contraintes de temps, elles sont assez lourdes. Par contre, on peut aussi jouer dessus, c'est-à-dire rien n'oblige, si on construit aujourd'hui une centrale à gaz
en remplacement d'une centrale à charbon, à dire elle va durer 40 ans. On peut très bien prévoir qu'on l'amortit sur 25 ans, de sorte que dans 25 ans, on peut décider de la fermer pour la remplacer à ce moment-là par des moyens sans CO2, ou entre-temps, on l'aura converti au biogaz. Donc, ça n'est pas parce qu'on construit des nouveaux moyens de production qui sont carbonés, qui seront nécessairement carbonés et qui seront nécessairement encore en service en 2050. Vous avez d'autres questions ou Peut-être une dernière Oui, question, mais je ne sais allez-y, pas oui. si elle fait très jeune, puisque c'était un petit peu, comment dire, un peu et l'Europe. Vous avez peu parlé de l'Union européenne. Est-ce que vous pensez que c'est un échelon important en termes de souveraineté énergétique, ou ça se joue d'État à État? Alors, c'est un échelon important, hein, on en a parlé à propos de la taxonomie. C'est important aussi parce que ça fixe un certain nombre de règles techniques, parce que ça fixe des règles de marché qui s'imposent à tout le monde. C'est important parce que une partie de la politique extérieure dépendra aussi de décisions qui sont prises en matière énergétique au niveau européen, et parce que, en gros, l'influence dominante qu'a eu l'Europe sur le marché de l'énergie, ça a été l'ouverture des marchés. Maintenant que les marchés sont ouverts, qu'il y a toute une série d'entreprises privées, qu'il n'y a plus des acteurs monopolistiques dans chacun des pays, c'est une réalité dont il faut tenir compte et qui a un impact sur les évolutions possibles. Rétrospectivement, on peut se dire que l'ouverture du marché s'est pas faite au bon moment, c'est-à-dire que si on avait su qu'on aurait un challenge, un défi aussi important à gérer que celui de la transition énergétique, peut-être qu'on n'aurait pas ouvert le marché, peut-être que c'était plus facile à gérer avec des acteurs en monopole. Maintenant, on ne refait pas l'histoire. Le marché, les acteurs de l'énergie sont ce qu'ils sont aujourd'hui et il faut faire avec. Pardon, pour rebondir sur ce que vous dites, est-ce que vous pourriez expliquer aux auditeurs ce qu'est le traité charte de l'énergie et quels en sont les enjeux? Oui, alors vous avez peut-être vu dans la presse un certain nombre d'articles de gens qui se disent que le traité de la charte de l'énergie est un obstacle à la transition énergétique. Le traité de la charte de l'énergie, c'est un traité qui a été signé en 91, ratifié en 94 par la plupart des pays, ou plutôt la charte de l'énergie a été signée en 91, le traité en 94, pour en gros permettre les investissements internationaux dans l'énergie, notamment en Europe de l'Est. Et toute l'idée du traité de la charte, c'était de dire nous ne sommes pas sûrs que ces pays sont des États de droit et vont rester des États de droit, et donc on veut garantir aux investisseurs qu'ils seront traités de manière équitable. En d'autres termes, si on les exproprie, on les indemnise. Et alors, paradoxalement, aujourd'hui, ce traité est utilisé contre un certain nombre de pays européens qui ont dans l'idée d'exproprier de fait un certain nombre de propriétaires de moyens de production sans les indemniser. Et ceux-ci disent pas de chance, vous avez signé le traité, il y a un article qui dit que vous devez m'indemniser, donc je demande à être indemnisé. Donc c'est quand même un peu un paradoxe, parce qu'au fond, on a fait ça pour se protéger d'évolutions telles que celles qu'on voit en Pologne et en Hongrie, où on n'est pas sûr que l'état de droit soit respecté. Et d'une certaine façon, ça se retourne sur des pays européens. Mais ça n'est rien d'autre que le principe de respect de la propriété qui dit que quand vous expropriez quelqu'un, vous l'indemnisez. Ça n'est pas un obstacle à votre politique énergétique, pas plus que le fait que vous expropriez les propriétaires n'est un obstacle à la construction d'une autoroute. Vous décidez, je prends un exemple pas complètement fictif, aux Pays-Bas, vous décidez en 2015 d'autoriser la construction d'une centrale à charbon. Vous décidez aujourd'hui qu'elle doit fermer en 2030, alors que vous ne l'aviez pas dit à l'origine au propriétaire. Le propriétaire demande à être indemnisé. Soit dit en passant, pourquoi est-ce qu'elle a été autorisée en 2015 sans lui fixer une date limite, alors qu'en 2015, je vous rappelle que le protocole de Kyoto était déjà signé depuis 8 ans. Peut-être que si le pays en cause avait un peu mieux anticipé, il ne se retrouverait pas aujourd'hui dans cette situation. Mais personne ne dénie aux Pays-Bas le droit d'arrêter cette centrale. Simplement, on dit, vous avez demandé à un propriétaire d'investir à votre place, parce qu'après tout, l'État néerlandais aurait pu construire cette centrale lui-même. Vous avez demandé à un propriétaire d'investir à votre place, vous l'indemnisez au moment où vous décidez de la fermer. On a parlé de gaz, on a parlé d'hydrogène, on a parlé d'éoliennes offshore. On n'a pas beaucoup parlé de pétrole d'ailleurs, en dehors de l'évolution des compagnies pétrolières. J'aurais peut-être une question sur le pétrole.
mais maintenant que je prends la parole aux jeunes, je me disais qu'il y avait un slogan, je ne sais pas si vous le connaissez tous les deux, Enzo et Clara. Enfin, dans ma génération, on l'entendait plusieurs fois par semaine. En France, on n'a pas de pétrole, mais vous voyez, vous connaissez, on a des idées. Alors, est-ce que Didier Holleaux, est-ce que ce slogan, je crois qu'il date des années, au moins des années 80, si je ne me trompe pas. Oh, plus que ça. Plus que ça. Il date d'après le premier choc pétrolier, voilà. donc plutôt les années 70. Donc là, on vient de tous prendre un grand coup de vieux. Est-ce que ce slogan vous paraît encore avoir son sens aujourd'hui? Alors, oui, dans une certaine mesure, je dirais, je vous ai montré tout à l'heure qu'aujourd'hui, les produits pétroliers, c'est encore 43% de nos bilans, notre bilan énergétique. On a pas mal d'idées sur la façon dont on peut les remplacer, mais maintenant, ces idées, il faut les appliquer. La voiture électrique, la voiture à hydrogène, en remplaçant des produits pétroliers, ou plus exactement, la voiture électrique est probablement le camion à hydrogène, ou le camion à gaz naturel comprimé, ou à biogaz naturel comprimé. Tout ça sont des solutions qui existent, mais il faut les appliquer à grande échelle. Ça demande du temps et il faut y aller rapidement parce que du temps, on n'en a pas beaucoup. Chaque année qui passe, on émet 50 gigatonnes de trop de CO2 dans l'atmosphère au plan mondial et il faut qu'on arrive à réduire considérablement cette quantité si on veut que le changement climatique reste sous contrôle ou à peu près. Et dans cette course, comment elle se situe là? Startup Nation. C'est vrai que le fait qu'on ait quand même 17% de nucléaire dans notre bilan, ça aide à ce qu'on soit moins émetteur de CO2 que des pays comme les États-Unis ou même un certain nombre de nos voisins européens. Sur d'autres sujets, on a de très belles références. Je ne sais pas si vous savez qu'on a dans le centre historique de Paris un réseau de froid qui alimente notamment le Louvre, mais aussi toute une série de grands magasins et d'immeubles, etc., et qui permet donc de fournir de la climatisation avec une bien meilleure efficacité que des climatiseurs individuels. Donc sur certains points, on est exemplaire. Sur d'autres, on a encore beaucoup de progrès à faire, que ce soit les réseaux de chaleur où la Suède est bien meilleure que nous, que ce soit l'éolien offshore où, je vous l'ai dit, le Danemark, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Angleterre ont fait beaucoup mieux que nous. Donc oui, il faut qu'on accélère. On en a les moyens, les technologies sont disponibles et on peut avancer très vite. Mais ce réseau de froid, il date de quand? Il date des années 60. Tout début, je crois qu'il date des années 70-80. D'accord. C'est assez récent, en fait. Oui, Ouais. oui, il a été construit entièrement dans l'existant. Alors, c'est d'ailleurs intéressant. Vous avez une centrale de froid sous les quais de Seine, assez bien dissimulée. Vous en avez une au 4e étage, au 4e sous-sol sous les Galeries Lafayette. Vous avez et ce réseau dessert en gros le centre de Paris au nord de la Seine. Et il est moins menacé que le réseau de distribution d'électricité par les rats là, qui rongent les... Non, on n'a pas trop de problèmes. Alors il est même assez performant le réseau de froid, contrairement au réseau de CPCU qui est sur une technologie un peu ancienne parce qu'on distribue la compagnie parisienne de chauffage urbain, parce qu'on distribue de la vapeur alors que maintenant les réseaux de chauffage urbain distribuent plutôt de l'eau chaude. Mais ça aussi, c'est quand même des moyens efficaces de chauffer sans émission de carbone. Est-ce qu'il y a des énergies dont on n'aurait pas parlé, qui seraient des énergies du futur, là, dont on n'aurait pas encore prononcé le nom? La géothermie, on en a très peu parlé. La géothermie, c'est une ressource très disponible dans tout le bassin parisien, dans beaucoup de bassins en France, vous avez de la géothermie disponible. Donc ça, comme énergie de chauffage, pour des réseaux de chauffage urbain, c'est parfait. Vous avez l'hydrolien, mais l'hydrolien, c'est très compliqué parce qu'en gros, il faut que vous ayez des équipements que vous pouvez immerger sans avoir à faire de maintenance plus d'une fois tous les 3 ou 4 ans. Donc il faut des matériels d'une très haute fiabilité. Très haute fiabilité, ça veut dire qu'ils coûtent cher dans un milieu qui est quand même très agressif. Donc c'est pas simple de faire de l'hydrolien parce que s'il faut que vous alliez réparer tous les 4 matins, c'est ruineux.
Donc c'est une des raisons pour lesquelles l'hydrolien se développe pas très bien, c'est qu'on n'a pas encore trouvé complètement les technologies adaptées. Oui, on parle des techniques, on parle des matériaux, mais on n'a pas non plus parlé, j'y pensais. D'ailleurs, je vais vous laisser poser des questions. Si vous avez des questions, en parlant fort, vous réussirez à vous faire entendre. Mais je pensais qu'on n'avait pas parlé des savoir-faire, quand même très important. C'est-à-dire, est-ce qu'on assure suffisamment en France le renouvellement des savoir-faire, c'est-à-dire des personnes, des équipes qui montent pour réparer l'électricité, etc. Non, on a une vraie difficulté, par exemple en France, de recruter des techniciens au niveau BTS, etc., pour des travaux de maintenance technique. Les métiers techniques attirent peu et on a beaucoup de difficultés. Nous, on a en permanence chez Engie des centaines, voire des milliers de postes vacants de techniciens chauffagistes, de techniciens d'intervention sur des installations industrielles, etc. C'est bien payé ? Honnêtement, c'est un métier où vous ne connaissez pas le chômage, vous avez une paye honnête, des conditions d'emploi dans les grands groupes qui sont en général plutôt favorables. Non, le vrai problème, c'est qu'on n'en forme pas assez en France. Oui, non, mais ça vient d'où ? Ça vient de ce que les métiers techniques sont considérés comme assez peu attractifs. Alors on mène des actions pour essayer, par exemple, de promouvoir plus de filles, plus de femmes dans les formations techniques. On a par exemple mené une action intéressante dans une de nos filiales qui a consisté à faire des formations un peu spécifiques avec des associations pour des femmes qui, après avoir élevé leurs enfants et pour différentes raisons, souhaitaient reprendre un emploi. Et on a trouvé un certain nombre de métiers dans lesquels on arrive à leur faire des formations qualifiantes et à leur proposer un emploi auquel elles n'auraient jamais pensé, parce que c'est clair qu'elles ne se projetaient pas du tout dans un métier de technicien gaz ou de technicien chauffage. Et on a réussi à en recruter comme ça. Au même titre que les hommes qui ont arrêté de travailler pour s'occuper de leurs enfants, d'ailleurs. C'est un cas de figure plus rare, donc je ne dis pas qu'on n'en a pas, mais on en parle moins parce que c'est numériquement plus limité. Je vois qu'il y a une question, je crois, au premier rang. Vous avez levé la main. Est-ce que vous voulez bien la poser en enlevant le masque, parce que sinon on n'entendra pas. Merci beaucoup. Merci Monsieur Hollot pour votre présentation. Je m'appelle Nathalie Boissière, je travaille en réglementation financière. Et je me posais la question de savoir, vous m'entendez bien ? Oui. Je me posais la question de savoir si l'impact de réglementation pouvait être un facteur, un levier d'amélioration de la performance pour votre groupe, parce qu'on a parlé d'enjeux sociaux, économiques, stratégiques, mais ça peut être aussi des enjeux sous l'angle de la gouvernance ESG, critères ESG, parce que ce que vous dites est très intéressant, mais est-ce que c'est accessible à tous ? Alors, je ne peux pas répondre pour les PME, n'ayant jamais travaillé dans une PME. L'impact du réglementaire sur la performance. Et notamment toutes les réglementations dans le domaine de ESG, donc dans le domaine environnemental et social. Bon. Alors, ça a un impact qui pour l'instant est quand même beaucoup bureaucratique. C'est assez paperassier parce qu'à vrai dire, les actions, on les menait déjà. Par contre, la façon dont il faut en rendre compte, c'est quand même assez lourd. Très franchement, je pense que les entreprises qui ne font d'efforts dans le domaine environnemental et social que parce qu'il y a une réglementation, c'est quand même pas les plus avancées. C'est pas celles qui vont faire beaucoup bouger le secteur. Les autres sont normalement en avance sur la réglementation. Et l'un des risques de la réglementation, c'est qu'elle amène des reportings d'une lourdeur considérable pour un bénéfice relativement faible. Et je n'ai pas de réponse très satisfaisante. Je vois des initiatives de gens qui nous disent il faut que vous rendiez compte de votre impact environnemental avec la même précision et la même qualité que vous rendez compte de votre comptabilité. On dit c'est bien gentil, mais moi je ne sais pas bien quantifier la biodiversité, par exemple. Je ne sais pas bien quantifier est-ce que le prix, ne serait-ce que des questions élémentaires, est-ce que le prix du CO2 que je dois prendre est le même dans tous les pays du monde ? Enfin, il y a des tas de questions comme ça qui ne sont pas résolues, et si vous voulez, de temps en temps, j'entends des positions extrêmement théoriques,
Et je dis, mais très bien, mais comment on met ça en œuvre? Donc, méfions-nous de tout vouloir résoudre par la réglementation. C'est quand même très très compliqué. La réglementation a un rôle à jouer pour assurer la voiture balai, c'est-à-dire que les entreprises les plus en retard, elles aient l'obligation de recoller au peloton. Mais pour les autres, je veux dire, si ça se termine par simplement faire des rapports de plus en plus épais, que, au vrai dire, personne ne lit. Parce que il m'arrive de faire remarquer à un certain nombre d'associations qui nous critiquent que s'ils avaient lu notre rapport, ils auraient au moins les vrais chiffres. Mais voilà. J'ai l'impression... Ah, si, quand même, il y a... Madame, excusez-moi. Il faut parler assez fort. Oui, non, mais ça va, en général, on m'entend. Et être court. Alors, moi, vous avez parlé à un moment de l'augmentation du prix de l'électricité qui était totalement inéluctable. Alors, moi, quand j'entends ça, j'ai en mémoire ce que disait mon prof d'économie en 1976 à l'Université de Genève, où, à l'époque, on disait que l'électricité, c'était forcément un monopole d'État, que ça faisait partie du bien commun, etc. Moi, ce sur quoi je m'interroge aujourd'hui, c'est si cette augmentation des prix de l'électricité n'est justement pas due au fait qu'il y a une privatisation, et en particulier privatisation de la distribution de l'électricité, qui est l'élément rentable, et non pas la production, et donc les actionnaires, dans le colloque précédent on en parlait, exigent des rendements annuels. Donc, quelle est votre question exactement, sachant que le prix d'électricité en France, comme chacun sait, est moindre que dans d'autres pays? Est-ce que les choix énergétiques ne dépendent pas plutôt d'une rentabilité capitalistique que d'un véritable intérêt pour les populations? Merci beaucoup. Alors, bon, les tarifs de régulation, les tarifs de distribution en France sont régulés. Donc, c'est la Commission de régulation de l'énergie qui fixe les tarifs d'Enedis. Donc, de ce point de vue-là, que Enedis soit privé ou public, la même règle s'applique et donc ça a peu d'influence sur le tarif finalement payé. Alors maintenant, sur la vente de l'énergie, oui, elle est en concurrence, elle est en partie opérée par un opérateur public, en l'occurrence EDF, en partie par des opérateurs privés. Moi, je me situais au niveau de la production. Si vous voulez. Le coût du nucléaire neuf, il est aujourd'hui de l'ordre de 100 € le mégawattheure. Il descendra peut-être à 80. Le nucléaire existant, on est en train de débattre s'il est à 42 ou 49. Donc le nucléaire neuf coûte 2 fois plus cher que le nucléaire existant. Ça, c'est une réalité technique, objective, à laquelle la rentabilité des fonds propres a très peu de part. Pourquoi démolir l'existant alors que Fessenheim, c'est aberrant? Pourquoi démolir l'existant qui peut tenir encore 30 ans? Attends. On marche sur la tête. Il y a un débat sur mais attendez. Il y a un débat sur Fessenheim. Fessenheim, c'est 1,8 gigawatts. Moi, je suis en train de vous parler de comment est-ce qu'on fait une soixantaine de gigawatts à l'horizon 2050. Donc, qui est Fessenheim ou pas Fessenheim, très honnêtement, c'est l'épaisseur du trait. Donc, oui, comme on est quand même dans une discussion sur l'énergie, ce serait bien d'avoir de l'énergie positive aussi un peu dans nos débats. Donc là-dessus, moi je suis pas débattre tranquillement et pas succomber à cette mode qui consiste systématiquement à prendre la parole de manière virulente. Non, mais merci. Je suis ni pour ni contre Fessenheim. Moi, je n'en suis ni l'opérateur ni etc. Ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est est-ce qu'on pourra prolonger certaines centrales au-delà de 60 ans? Et que l'ASN nous dit, aujourd'hui, je n'ai aucun élément technique qui me permet de dire si la décision tombera d'un côté ou de l'autre. Monsieur, vous levez la main, je vais vous laisser la parole. Merci. Si on se place en prospective à 40-50 ans, est-ce que l'autre nucléaire, la fusion avec la France qui a la chance d'accueillir des projets nucléaires,
n'est pas une perspective intéressante pour cette production d'électricité qui serait là sans limite? J'ai du mal à voir comment la fusion pourrait amener une solution en 2050. Or, on est tous d'accord sur le fait qu'en 2050, il faut qu'on arrête d'émettre du CO2. Donc, si la fusion arrive, ça sera après. Si vous voulez, quand vous voyez le temps qu'il faut pour construire ITER, ITER qui n'est pas encore un moyen de production, qui est un démonstrateur, qu'ensuite il faudra qu'on désigne des moyens de l'étape suivante, etc., qu'on en fasse un premier, qu'on montre qu'il marche, qu'on améliore un modèle de série, ça ne pourra pas contribuer en 2050. Donc la fusion, c'est peut-être pour après. Mais en attendant, si on veut cesser d'émettre du CO2 d'ici 2050, on ne peut pas compter sur la fusion, me semble-t-il. Merci beaucoup Didier Holleaux. Je crois qu'on peut applaudir Didier Holleaux et le remercier vivement pour cette participation au premier lundi de l'IHEDN en présentiel 2021. Bonne soirée à tous.